Bonjour. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale qui sera peut-être un peu longue, mais quand je fais appel à des amis c'est toujours comme ça. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un des plus beaux jouets Star Wars vintage que je connaisse. Et pourtant ce jouet est essentiellement en carton. Voilà. Là je viens de remettre la main dessus, il y a beaucoup de carton, il y a très peu de plastique. Très peu de plastique. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que je monte déjà cet objet. Il s'agit de l'étoile noire, comme on l'appelait à l'époque, donc la Death Star, qui nous vient non pas des États-Unis, mais d'Europe, de nos cousins, de nos voisins anglais de Palitoy. C'est un objet qui a été fait spécialement pour, j'allais dire, le marché européen, mais pas que. Et pour en parler correctement avec moi, j'aurai l'ami Jean-François qui nous en dira plein. Mais dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de monter cette étoile. Bon, voilà, c'est monté. C'est pas en super état, hein, vous le devinez, mais je reste quand même pantois devant l'ingéniosité du montage des pièces en présence. Il manque des éléments. Là, normalement, il y a un conduit en plastique. Je pense que je l'ai. Alors, soit je l'ai perdu en chemin parce que le sac dans lequel je l'avais mis s'est désagrégé avec le temps, ce qui est une bonne chose. Mais quand on stocke des objets, ça l'est moins. Donc, normalement, je l'avais. Je l'ai peut-être perdu en route, c'est peut-être dans un sac, c'est peut-être quelque part. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait un truc ici. Là, vous ne le verrez pas pour l'instant si ça se trouve. Vous le verrez tout à l'heure. Et donc, il me manque un élément aussi. Voilà. Voilà. Ça, c'est nouveau. Par contre, il me semble que j'avais toutes les petites pinces en plastique pour faire tenir. Et là, il en manque une. Voilà, et par contre ça je sais que je ne l'ai pas depuis longtemps. En fait ça se complète au-dessus avec un anneau que je pourrais fabriquer moi-même d'ailleurs, qui tient le tout et sur lequel repose donc la tourelle. Voilà, mais vous voyez, il y a des petits des escaliers, des couloirs, des échelles, même la porte ici s'ouvre ici, là. Ça fonctionne, c'est le coin pour le compacteur d'ordures. Là vous avez le matelas où vous pouvez mettre Leia. Ici, là, le corridor dans lequel les Stormtroopers coincent Han Solo et les autres quand ils veulent sortir du coin, donc pour les prisonniers, donc ils passent finalement par le compacteur d'ordures. Alors peut-être plutôt par ici que par là, étrangement, mais voilà, vous pouvez refaire la plupart des scènes, mais l'idéal quand même c'est d'en parler avec un fin connaisseur de ces jouets Star Wars vintage de Kenner. Et donc ce que je vous propose, c'est d'en parler maintenant avec Jean-François. On l'appelle maintenant là tout de suite. Allô Jean-François? Oui, bonjour Yvan, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Tu vas bien? Ah super, oui, et toi? Bah parfait. Écoute, je t'appelle pour non seulement te féliciter pour le lancement de ton projet de livre autour des jouets Kenner Star Wars, Merci. mais aussi honteusement en profiter pour te demander des précisions sur un jouet que j'adore, qui pour moi représente vraiment des heures de jeu de mon enfance et de pas mal
de français, je pense, à Oui. savoir l'Étoile Noire, Mhm. qui n'était pas encore l'étoile de la mort, Non, non, non. se jouait en carton demi-sphérique, plein de belles surprises, Ah oui. et qu'on a eu en France par Mécano, mais qui, d'après ce que je sais, nous vient en fait de nos cousins britanniques. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur ce beau joujou? Ah ben écoute, je partage tout à fait ton point de vue, dans le sens où moi aussi j'ai passé des heures et des heures à jouer avec cette étoile noire en carton. J'ai dû la détruire des centaines de fois, mais je pense que parmi toute la gamme Kenner, Mécano et Palitoy, c'est certainement l'un des jouets avec lequel je me suis le plus amusé gamin. Ça c'est clair et net. Et oui, ça a été donc c'est un produit 100% britannique puisque ça a été créé par Palitoy, par un certain Bob Branching, qui était donc l'un des designers en chef à l'époque, qui est aussi connu pour avoir fait la main d'Action Man. Je crois que c'est Action Joe distribué comme ça en France. Oui. Le nom avait été changé. Et donc, il est arrivé chez Palitoy dans les années 60 et il a signé énormément de jouets, dont l'Étoile Noire. C'est lui qui l'a totalement dessiné. Et comme il n'y avait pas de budget, Kenner leur a simplement mandaté en disant voilà, à vous de jouer, parce que le produit d'origine, l'étoile noire, l'étoile de la mort, donc américaine, elle n'était pas possible c'est 100% plastique injecté, donc pour le marché européen, qui est 10 fois plus petit que le marché, en tout cas britannique, français, si on les sépare, puisque c'était séparé à l'époque, par rapport au marché américain, c'était pas possible de produire un tel jouet en tout cas. Donc ils sont partis sur cette idée de comment on peut faire l'étoile noire. L'étoile noire, quand on regarde le film, c'est quelque chose de rond. Donc on va faire une demi-sphère et puis on va recopier graphiquement tous les espaces phares, on va dire, de cet énorme jouet et c'est là-dessus qu'ils sont partis. Parce que c'est quand même merveilleux, quoi. Il y a absolument tout, effectivement, ce qu'on retrouve dans le film. Oui. Que ce soit le puits qu'il faut traverser avec un petit miroir au fond pour faire croire que c'est plus grand, le couloir de là où la princesse Leia est enfermée à aller délivrer, le coin où on est supposé avoir le faucon. Bon, ils n'ont pas poussé le vice à refaire le faucon en peinture, mais on a quand même des petits stormtroopers qui se baladent à droite à gauche. Ouais. Évidemment, le compacteur de déchets, et finalement il y a très peu d'éléments plastiques. Il y a les canons et la tourelle de tir, de DCA, j'allais dire, au-dessus, mais il y a un tout petit tunnel qui permet de faire tomber les personnages dans ce compacteur de déchets. Oui. Et il y a même indiqué qu'en fait c'est par là qu'on peut mettre je sais pas, c'est papier gras ou quoi. Oui, c'est ça, pour faire passer toutes ces cochonneries. C'est la poubelle de l'étoile noire, voilà, tout simplement. Et puis il y a il y a ces petites clips aussi, il y en a, je sais plus combien exactement, qui maintiennent le socle principal avec pour bien maintenir l'ensemble des pièces entre elles, parce qu'elles s'emboîtent tous. Et puis ensuite, il y a donc ce plateau central où viennent s'emboîter ces petites pièces en plastique, ces clips, on va dire, avec donc la tourelle, bon, les fameux, tout le monde aura reconnu les canons des chasseurs X, hein, ils en auront produit quelques-uns et adapté donc la tourelle avec. Et puis cette verrine qui se détache, on peut mettre les personnages. Malheureusement, cette verrine, avec les années, elle a totalement bruni. Elle est complètement foncée, mais ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de plastique transparent qui, au bout de 40 ans, ont gardé leur éclat. Ça, hélas. Et donc, malheureusement, c'est la malédiction de toutes ces injections de polypropylène, je ne sais plus exactement les termes techniques, mais voilà, il y a très très peu de ces plastiques transparents qui leur restent au fil des années, malheureusement. Et donc ces scènes reproduites, c'est quand même assez fortiche, quoi, parce que bon, on l'a eu à quel moment, nous, en France? Pas très clairement, pas en 78. Non. Mécano l'a sorti assez tardivement quand même. Alors, elle a été fabriquée pour le marché britannique à partir de 1979 et ensuite elle a été distribuée en France à partir de 1980. Moi, je me souviens l'avoir eu pour Noël 80. Et c'était quand même un coffret important. Quand on la voyait dans les rayons, c'était quelque chose de conséquent. C'était vraiment l'un des jouets phares pour cette fin d'année 80.
Oui, puis en plus, j'imagine que c'était facile à stocker, à vendre dans les magasins, parce que bon, quand c'est pas monté, c'est tout plat, voilà. C'est Mais ça, c'est grande boîte monter, rectangulaire. Oui, tout à voilà, fait. et quand c'est monté, là, ça prend toute son importance et ça en impose, hein, très clairement. Complètement. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'ils avaient eu un petit peu de temps pour étudier le film, quand même. Oui, c'est-à-dire on leur avait quand même payé une séance cinéma parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de VHS, on ne pouvait pas regarder ça tranquillement dans son canapé. Et oui. Donc ils ont eu quand même des photos aussi, il y avait quand même pas mal de photos qui venaient des États-Unis. Et donc ils ont quand même été très respectueux graphiquement de tout ce qu'on voyait parce que, comme tu l'as dit, l'accès, le couloir pour aller jusqu'à la princesse Leia. Et la partie où on voit l'ascenseur avec les Stormtroopers qui montent, qui est censé représenter l'espace où le Faucon Millennium était prisonnier, cet espace-là est suffisamment grand pour y loger quand même un TIE Fighter. Oui. C'est quand même pas mal. Et moi, je me souviens mettre mes chasseurs T, je les plaçais à cet endroit-là et je faisais passer le bonhomme un peu comme Goldorak, je le faisais passer je le faisais sauter par la passerelle pour aller directement dans le vaisseau. Et puis même la salle de contrôle, et puis aussi la zone des poubelles, le conduit ordures, comme c'est expliqué dans la version française, il y a une petite languette et ça se referme pour écraser nos pauvres héros, avec même la représentation dessinée de la créature qui dépasse, on voit l'œil qui sort au milieu des déchets. C'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment, il manque rien, quoi. Vraiment, il y a tout en petits détails. Et quand tu es gamin, à l'échelle d'un môme, ce jouet il est juste fabuleux. Et c'est quand même assez fou de se dire que finalement, c'est le manque de moyens qui a permis à Palitoy de créer cet objet absolument magnifique. Oui. Que je pense beaucoup de nos cousins américains nous envient. Alors, ils ne l'ont pas connu, ils n'en ont pas eu vent avant les années 90, où il y a eu un début d'échange, je dirais, avec, je parle des collectionneurs de notre âge, entre 45 et 50 ans. Donc, c'est à partir de ce moment-là, parce qu'il y a certains collectionneurs qui ont cherché à découvrir et qui étaient curieux de savoir ce qui se passait en Europe, ou même dans le reste du monde. Je pense à la ligne de jouets Takara au Japon, qui était vendue à partir de 78-79, qui est totalement différente. Donc il y a eu cette envie, cette curiosité de rechercher d'autres objets, à partir du moment qu'ils avaient collectionné ce qui étaient les produits vendus au niveau national américain. Et je pense qu'à part des collectionneurs comme Steve Sansweet, qui était adulte à la sortie de Star Wars en 77, il y en a très peu qui connaissaient cet objet-là. Et c'est à partir de cette époque-là où ils ont commencé à découvrir. Et après, voilà, étant donné qu'ils ne l'avaient pas découvert enfant, ils n'ont peut-être pas eu le ressenti que nous avons eu parce que nous l'avons découvert gamin, tout simplement. Mais c'est vrai que si on regarde à l'échelle mondiale, ça reste quand même la Palitoy qui a été la plus distribuée, puisque la plus facile à fabriquer, puisque si on regarde au niveau donc international, donc en dehors du Royaume-Uni, elle a été disponible en France avec un coffret français. D'ailleurs, on est le seul pays à avoir eu l'étoile noire avec un coffret en version française, puisque les autres... alors, si je parle du Canada, puisque les Canadiens, eux, ont eu l'avantage d'avoir la version américaine, ainsi que donc la version de Palitoy, avec un logo Kenner, puisqu'elle a été réimprimée avec un logo Kenner, mais elle était simplement disponible à travers les établissements Sears, qui sont les équivalents de La Redoute chez nous. Donc c'était vendu par correspondance, ça a été pendant un certain temps, et puis par contre sur le marché intérieur, en magasin, on retrouvait l'étoile noire, l'étoile de la mort, la version américaine, celle qui était disponible sur le marché américain. Ensuite, en Océanie, donc en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est la Palitoy qui a été vendue avec un logo Tolstoy, puisque c'était très facile d'envoyer les films directement là-bas, les faire réimprimer donc avec le logo du distributeur local. Et donc voilà, ça fait quand même pas mal de pays qui ont réussi à avoir cette petite merveille. Et il n'y a pas eu de variante, comment dirais-je, visible ou qui font dire ça, à part que il y a le logo Kenner au lieu de Palitoy ou au lieu de Meccano, il n'y a pas eu de variante d'un pays à un autre? Alors la seule variante qui va tous nous amuser, c'est la variante canadienne, puisque c'est obligé d'être écrit
en anglais et en français, c'est la loi là-bas. Donc, il y a la petite phrase trash compactor qui signifie donc le conduit ordure, en tout cas c'était traduit comme ça chez nous. Trash compactor, ça veut dire l'écraseur de poubelles. Eh bien, au Québec, en tout cas au Canada francophone, puis bon, elle était diffusée partout, hein, sur tout le territoire, c'était marqué trash compactor et conduit à rebut. Voilà, ça c'est une petite anecdote québécoise qui, moi, me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup fait rire la première fois que j'ai lu ça. C'est quand même juste fantastique. Est-ce qu'il y a autre chose à dire concernant donc cette belle étoile noire en carton? Est-ce que moi, il me semble pas qu'elle était distribuée au moment de la sortie du Retour du Jedi. J'en ai pas souvenir. Non, c'était fini à cette époque-là. Elle a été au catalogue quand même pendant 2 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc je pense qu'elle a dû être disponible là jusqu'en 82 certainement. Parce que c'était quasiment les seuls dioramas importés par Meccano, parce qu'à l'époque, à part la base d'attaque impériale, on n'avait pas beaucoup. Hein. On n'avait vraiment rien en termes de diorama, de playset. Et ça a été, on va dire, le playset phare, le diorama par excellence qui a été vendu dans l'Hexagone de toute façon. Alors, ce qu'on peut encore noter, tu parlais de pièces en plastique tout à l'heure, on peut aussi noter qu'il y avait une dizaine de disques transparents qui étaient donc vendus avec l'emballage pour que les figurines elles puissent tenir à n'importe quel endroit de la base spatiale. Contrairement au modèle américain, au modèle de plastique injecté, où il y avait des petits pignons qui étaient injectés donc à un certain endroit précis. Là, ces petits disques, avec le pignon aussi, permettaient donc de maintenir la figurine, mais à n'importe quel endroit dans l'étoile noire. Oui, donc ça explique pourquoi on a de temps en temps, on trouve assez rarement, mais on en trouve quand même, de ces petits supports transparents avec les petits picots qui permettent effectivement de tenir les figurines, puisque les plus curieux d'entre nous auront noté que chacune des figurines ont quand même des trous sous les pieds. Oui. Hein, qu'il s'agisse de droïdes ou d'humains ou d'aliens, ils ont tous droit à leurs petits trous dans leurs petits pieds. Et c'était effectivement bien pratique de les faire tenir, parce que sinon après il fallait attendre 1985 avec les figurines de G.I. Joe pour avoir ce genre de choses, quoi. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit les mêmes picots. Non, c'est possible qu'ils soient différents, oui. Ouais. Mais bon, en attendant, donc ça nous fait quand même un bel objet. Et comme tu dis, effectivement, des playsets en France, on n'en a pas eu beaucoup. Tu parlais de la base. Alors, quand tu parles de la base impériale, on est d'accord que c'est celle qui ressemble en fait à la base rebelle de Hoth. Tout à fait, voilà. Ouais, parce que j'ai jamais compris ça. Dans les publicités, on voyait les. Alors, c'est les impériaux qui sont attaqués par les rebelles. C'est ça. Je n'ai jamais compris ça. Faudra un jour que les responsables, aussi bien de Palitoy ou de Kenner, nous expliquent comment une base rebelle devient une base impériale attaquée par des rebelles. Moi, je veux savoir. Eh ben, je peux te donner la réponse maintenant. C'est tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs playsets de la base de Hoth qui ont été faits aux États-Unis, dont le Turret and Probot, la tourelle et droïde sonde. Donc, c'est tout simplement pour être en réponse. Ça faisait un playset par groupe, par les ennemis et amis. Et c'est vrai que même aux États-Unis, les enfants prenaient ça absolument pas parce que c'est la tranchée finalement des rebelles qui a été reprise avec des soldats impériaux. Mais c'était tout simplement pour répondre à l'autre playset qui était pour permettre d'avoir un combat, on va dire, d'égal à égal dans la neige, tout simplement. Il y a eu c'est encore une fois, donc la tourelle et droïde sonde, c'est un playset, un diorama qui est resté totalement inédit sur le marché français, alors qu'il était tout à fait facile d'obtenir ça en Allemagne et en Angleterre, par exemple. Et qu'on voit notamment dans Poltergeist. Oui. Moi, je l'avais repéré dans Poltergeist et dans E.T., ouais. Et ça m'avait à la fois amusé et énervé. En disant, voilà, ça apparaît dans des films, il y a des gosses à l'autre bout de la planète qui ont ça, et moi, non. Quelle injustice. Un jour, ils me le paieront. C'est ça, c'est tout à fait ça, voilà. Bon, écoute, merci beaucoup Jean-François. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui, pour l'étoile noire, tout à fait. Et tout à fait. Écoute,
J'invite les personnes qui voient cette vidéo à se pencher sur ton projet de bouquin qui ne devrait pas tarder à être imprimé, qui est en bonne passe comment dirais-je, d'arriver à ses fins avec une campagne Kickstarter. C'est ça. Je mettrai les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Donc, ton bouquin va naître. Donc, félicitations. Voilà. Au Merci. futur papa. Ah oui, puis celui-là, il est en gestation depuis longtemps, hein, donc il était temps qu'il sorte. Exactement. Et puis, promis, je te recontacterai pour qu'on parle enfin du transporteur impérial, Oui. qui est là aussi un petit bijou. Voilà. Après l'étoile noire, pour moi, c'est très clairement mon jouet préféré de Star Wars et qui réserve beaucoup de surprises en fonctionnalité et en histoire personnelle, j'allais dire. Donc, on se recontacte très très bientôt. Merci Jean-François. Avec plaisir. À très bientôt, Yvan. Ciao. Ciao. Bon, et bien voilà, merci encore à Jean-François de s'être prêté une fois de plus à cette intervention autour de l'étoile noire. Hein. Je ne saurais trop vous recommander de visiter donc sa chaîne sur YouTube et puis de participer activement à l'édition de son livre. Hein. Voilà, je le répète, mais c'est important. Les liens de la description, et puis sinon mon étoile noire, toujours aussi content de la voir. Vous voyez, j'ai rajouté quelques personnages, c'est quand même sympa, mais ce que j'adore vraiment, c'est le fait que, vous voyez là, par exemple, il y a des petits Stormtroopers ici, il y en a là, ici on peut reproduire des scènes iconiques du film comme Dark Vador contre Obi-Wan Kenobi. Là donc on pourrait faire aussi le combat donc dans le couloir qui mène donc j'allais dire au cachot, mais c'est un peu ça. Voilà, donc là avec Leia et Luke. Malheureusement, je n'ai toujours pas retrouvé le morceau en plastique qui permet de faire passer les personnages donc dans le trash compactor. Voilà, ici. J'espère que ça se voit bien. Avec donc le fait que ça puisse tourner. Là on voit les pistons et tout, enfin je vous ai déjà montré tout ça de toute façon. Peut-être essayer, mais je crois que ça va pas être possible avec la lumière là. Mais vous avez donc un petit miroir au fond qui permet de faire croire que donc ça va plus loin que donc c'est quelques murs. Les canons là, donc ça aussi je vous l'ai montré de toute façon. Ici, avec malheureusement ça qui est complet mais qui a jauni avec le temps, hein, ça on peut pas y faire grand chose. Donc je n'ai mis de toute façon que les personnages qui étaient disponibles au moment de la sortie de cette étoile noire, hein, et puis ceux qui ont quelque chose à y faire ici, parce qu'il existait des publicités où on voyait notamment des extraterrestres de la cantina se balader là-dedans, ça avait pas le moindre sens. R2D2, 6PO. Voilà, puis franchement, bon, je vais descendre un petit peu le trépied pour que vous voyez ça, mais voilà, c'est quand même super sympa d'avoir autant d'espace. Voilà, vous êtes gamin, vous avez des petites mains et tout, vous avez vos petits personnages. Vous pouvez vous les faire se balader. Là il y a les échelles, tout ça je vous ai déjà présenté de toute façon, hein. Ici si vous n'avez pas assez de personnages, c'est pas grave parce que vous avez de nouveau d'autres personnages qui sont peints sur les murs. Ici vous avez même d'ailleurs ici une petite salle de commande avec des commandants de l'étoile noire. Voilà quoi. Et bon, évidemment, à l'époque, à part placer les personnages, on ne pouvait pas mettre beaucoup de véhicules, et tant mieux parce que de toute façon, le TIE Fighter rentre à peine ici. Le TIE de Vador, encore moins. J'ose même pas parler des véhicules qui sont sortis plus tard, hein, que ce soit le Faucon ou quoi, mais franchement, un playset juste exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et moi je suis bien content et de l'avoir remonté pour vous le présenter.
d'avoir eu l'occasion d'en parler avec vous. Voilà. J'espère que pour certains d'entre vous, ça vous a rappelé des souvenirs. Ça peut être cool. Voilà. Et donc, écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. Si vous l'avez eu, si vous l'avez déjà vu, si vous en aviez entendu parler, etc. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres objets Star Wars.